Ok, bonjour à tous. Je ne peux pas dire bonjour Benja parce que Benja n'est pas là avec moi aujourd'hui. C'est pas grave, je vais faire ça évidemment tout seul, il n'y a pas de problème. Je suis ici avec notre 32e rendez-vous, qui est la personne qui est juste ici à côté de moi. C'est une personne voilà, ça fait un petit temps que je voulais la voir sur la chaîne de podcast et enfin, on a pu fixer une date et une heure. Voilà, je suis super excité par ce podcast en tout cas. Voilà, je t'en prie, présente-toi. Merci Bastien. Donc moi je suis Andy Yans, je fais du suivi individuel d'athlètes de tout niveau et je fais ça après être passé par d'autres métiers, j'ai envie de dire, parce que j'ai été coach d'équipe durant 22 ans en basket. J'ai été formateur aussi dans des établissements d'enseignement supérieur et dans des facs de sport. Et j'ai été ingénieur de la formation professionnelle pendant 15 ans. Donc, j'ai un background qui allie le côté sportif et aussi beaucoup l'apprentissage. Oui, c'est ça. L'apprentissage, le développement, c'est quelque chose qui est au cœur de tout ce que je peux faire. Et voilà un peu pour le background. Alors moi, ce qui m'a intéressé et ce qui m'a poussé dans cette direction-là, quelque part, c'est quand j'étais coach d'équipe, de me dire mais comment ça se fait que ce joueur-là, il est à 10, 12 saisons et on a l'impression qu'il est à sa première ou deuxième saison, 12 fois de suite, on n'a pas d'évolution, on n'a pas de changement. Pourquoi? Comment? Et finalement, sur cette question-là, ça m'a emmené vers une deuxième question qui est qu'est-ce qu'est le talent, qui est aussi une question super importante pour moi. Et puis, si ce talent, j'arrive un peu à le définir, à le circonscrire plus ou moins, comment je peux faire pour aider les joueurs à se développer? Parce qu'on connaît tous des athlètes qui sont de super bonne volonté, qui semblent être de bonne composition, mais qui ne progressent pas. Et à l'inverse, on connaît des athlètes qui, par contre, sont entre guillemets, talentueux naturellement et qui n'ont pas forcément autant d'efforts à faire, qui progressent mieux, plus vite, et ils semblent moins limités, en fait, dans ce qu'ils font. Donc, voilà ce qui m'a fait passer de coach d'équipe à coach personnel. C'est cette idée de me rapprocher au plus près du talent, du potentiel de chaque athlète pour l'aider à aller plus loin. C'est ça. Très intéressant. C'est très intéressant ton histoire, évidemment, parce que voilà, ça fait déjà longtemps que tu es dans le basket, vu que tu as déjà coaché une équipe, déjà pendant plusieurs équipes, j'imagine, pendant plusieurs années. Mais déjà, à cette époque-là, j'imagine que, voilà, comme tu l'as dit, tu te posais déjà pas mal de questions, à savoir pourquoi est-ce qu'un progressait plus vite que l'autre et un ne progressait absolument pas. Justement, qu'est-ce que tu as pu remarquer par rapport à ces manquements, ce qui est revenu souvent par rapport à ce que tu as pu observer sur tes athlètes? En fait, ce qui est revenu souvent, il y a plusieurs choses qui sont revenues souvent, et aujourd'hui, je leur ai donné un nom parce que j'aime bien, pas simplifier, mais disons rendre tangibles les choses. Ouais. Ce que j'ai pu remarquer sur mes athlètes pendant toutes ces années, c'est une sous-performance qui a tendance à être, entre guillemets, chronique. C'est-à-dire que je trouve que les athlètes sont, en général, pour le plus grand nombre, chroniquement sous-performants par rapport au niveau de performance qu'ils pourraient atteindre, et quelque part qu'on a normalisé cette sous-performance. Donc, il y a un athlète dont on attend beaucoup, il n'est pas au niveau, mais on a normalisé le fait qu'il ne soit pas au niveau. Bon, voilà, il y a des choses qui arrivent, les aléas du sport, l'incertitude sportive, tout ça. Donc, ces deux aspects-là, le fait que, pour moi, il y a une sous-performance chronique et qu'elles sont un peu normalisées, aujourd'hui, j'ai essayé de lui donner un nom. Et quand j'étudie beaucoup aussi le domaine médical parce qu'il y a beaucoup de liens à faire entre le sport et la médecine. Et en médecine, on parle beaucoup d'errance sportive, d'errance médicale, pardon. Et c'est-à-dire cette difficulté à trouver les choses, à comprendre, à diagnostiquer. On appelle ça l'errance médicale. Et moi, je l'ai appliqué un petit peu au sport parce que je me suis dit, mais en fait, nous, quand on est coach d'équipe, on est confronté un peu à cette errance sportive. Et je vais t'expliquer ce que j'attends par là. Le premier problème qu'on a dans ce cadre-là, c'est qu'on s'attache souvent à réduire les problèmes à une discipline, voire à un courant d'une discipline. Le joueur a un problème, c'est physique, c'est mental, il mange mal, il dort mal, et on réduit. On réduit, et forcément, le joueur, c'est avant tout un homme. Un homme, c'est un organisme biologique complexe, dont on n'a pas aperçu tous les secrets, on en est loin.
Et plus on réduit, plus on a l'impression de comprendre parce qu'on simplifie, mais en même temps, plus on s'éloigne de la problématique parce qu'on a souvent trop simplifié. Donc déjà, il y a ce premier point qui m'a amené à parler d'errance sportive, c'est ce réductionnisme qui fait qu'on a tendance tous, moi le premier, je l'ai fait pendant plein d'années, à voir la sous-performance sous un œil réducteur de ce en quoi nous, on est compétent. Moi, je suis un pro de la prépa physique, le problème, il est physique. Moi, mon truc, c'est la prépa mentale, je sens bien qu'il n'a pas confiance, le problème est là, et ainsi de suite. Et on a cette tendance un peu à réduire, alors que il y a effectivement plusieurs pans qui peuvent aider à préparer, à entraîner l'athlète, mais on les voit rarement, ou trop peu à mon goût, de manière combinée. Voilà, ça c'est la première chose qui me fait parler un peu d'errance sportive. La deuxième chose, c'est qu'on a une tendance, et moi-même je l'ai fait aussi pendant ces plus de 20 ans, à modéliser les choses. C'est-à-dire qu'on va prendre un modèle, celui qu'on attend du joueur U12, U15, U17, U20, senior, celui qu'on attend de tel niveau. On va prendre un modèle et puis on va essayer de coller ce modèle-là à tout le monde et on va voir l'athlète, il est en dessous, au-dessus, au niveau, comment il est par rapport à ce modèle. Et puis plus on fait de la recherche sur le développement, le neurodéveloppement notamment, on fait de la recherche, plus on se rend compte qu'en fait, la notion de modèle, c'est une notion qui n'a pas de réalité concrète. On se rend compte que quelquefois, on a un joueur de 14 ans qui n'est pas du tout avancé comme il le devrait. À l'inverse, on a un joueur de 10 ans qui est déjà avancé bien plus que celui de 14 ans. Au final, cette notion de modèle, notamment chez les jeunes, mais on peut en parler aussi pour les adultes, cette notion de modèle, elle ne trouve finalement pas à s'appliquer. Donc, on a tendance à réduire, à disjoindre les matières, si tu veux. On a tendance à modéliser les choses par catégorie, par niveau, par discipline. On a souvent très peu de données. Quand on est coach d'équipe, on se base sur quoi? On se base sur les évaluations. C'est ça, l'observation. L'observation vidéo. Voilà, donc on a en général peu de données. Elles sont rarement collectées et quand elles le sont, elles sont rarement analysées dans un but de développement. Elles sont analysées dans un but de performance. Tiens, toi, tu as été bon aujourd'hui. Tiens, toi, on va prolonger ton contrat. Tu as ça d'éval cette saison. Mais l'analyse, elle n'est pas dans un but de développement. Dernier point, pour moi, de l'errance sportive, c'est la vision court-termiste. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des athlètes, et ça vaut pour beaucoup de disciplines, qui vont rechercher un workout, qui vont rechercher un camp, une période de prise en charge définie dans le temps, une saison dans un club, et qui vont souvent avoir une vision à court terme. Je veux développer ça, mais c'est au plus large dans la vision cette saison. Voilà. Et au final, quand tu mets bout à bout ces 4 points que tu réduis à un pan de la performance, que tu modélises un peu pour tout le monde avec le même modèle, que tu n'as pas de données qui sont collectées ou analysées et que tu vois à court terme, pour moi, tu fais ce qu'on appelle donc de l'errance sportive, c'est-à-dire que tu ne peux pas développer les joueurs. Donc, tu les mets en sous-performance chronique et puis c'est normal qu'il y ait de la sous-performance chronique parce qu'on est dans ce système-là, c'est bien ancré, donc c'est normal. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire à mon modeste niveau, c'est d'offrir non plus du workout, du camp ou du coaching de saison, mais c'est d'offrir une vision qui soit interdisciplinaire, donc qui comprend de la prépa physique, de la prépa mentale, de la prépa technique, tout ça, de lier un peu tout ça pour essayer d'avoir des effets cumulés, tu vois, entre les disciplines, de ne pas appliquer le modèle, de partir d'une feuille neutre et de déterminer le modèle du joueur en question ou de l'athlète en question en fonction des données qu'on va collecter, qu'on va analyser. Donc, chaque athlète a son modèle, entre guillemets. Et d'essayer de calquer ça dans une vision qui ne soit pas cette fois-ci court-termiste, mais qui soit à long terme. C'est-à-dire, on est plus en mois, mais on est en saison, en année, pour voir ce que ça donne sur le long terme. Et plus ça dure, ça fonctionne, plus ça tient. Les données sont précises. Oui, et plus ça tient. Plus ça tient, parce qu'on voit comment l'athlète réagit à chaque chose qu'on peut mettre en place. C'est ça. Donc moi, là, ce que j'essaye de faire humblement, c'est d'apporter cette réponse, de ne plus réduire, de ne plus modéliser, d'utiliser les datas et d'avoir une vision sur le long terme. C'est pour ça que je te parlais de suivi,
Mhm. parce que je m'intéresse plus donc au suivi sur le long terme. Et du coup, je fais moins de séances uniques, C'est de ça. one-shot, parce que ça n'apporte pas ce que j'aimerais développer chez l'athlète. Et voilà un peu, enfin, je ne sais pas si j'ai bien circonscrit ta question, mais voilà Si, un tout peu. à fait. Tout à fait. Juste une petite pause, j'arrive 2 secondes. T'en prie. On ne se cache jamais rien, les amis, mais il y a une personne qui vient de sonner à la porte et la porte était fermée. Voilà. Mais oui, tout à fait, ça me fait tout à fait écho ce que tu dis là et ce que tu es en train d'interpréter là, c'est tout à fait ça. Se rapprocher toujours d'une vision simpliste, réductionniste, n'est jamais vraiment bon. Et en plus, si on parle un peu en termes de cerveau et un peu au niveau du système nerveux, vouloir directement se dire, OK, j'ai des manquements, je vais essayer de me donner peut-être, comme tu l'as dit, un camp d'entraînement ou peut-être quelques mois, quelques semaines pour essayer d'améliorer mon basket, on se rend compte qu'évidemment, il y a des manquements parce qu'on ne peut pas rattraper du retard qui s'est peut-être accumulé depuis des années et des années ou peut-être depuis au final le développement humain, depuis limite quand on était bébé et déjà que ça ne fonctionnait pas déjà à ce moment-là et qu'en grandissant évidemment ça s'est pas forcément amélioré. Évidemment que c'est compliqué. Et je pense que de toute façon, le cerveau a besoin de stimuli constants et pour de toute façon calquer à la plasticité cérébrale. Et c'est tout à fait le cas. Le cerveau a besoin de constamment apprendre. Et ce que tu fais là, c'est top parce que tu permets évidemment à tes athlètes, à tes joueurs de leur donner chaque fois ce qu'ils ont besoin au bon moment tout au long de l'année. Et ça, évidemment, tu peux que avoir des résultats, je pense, quoi. Oui, 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 tout à fait. Forcément, ça a des résultats, hein. Pour l'instant, j'ai lancé vraiment ce suivi longitudinal et j'ai des datas sur ce suivi longitudinal depuis novembre. OK. Donc, c'est relativement frais. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, mais que j'ai pu mettre en œuvre grâce ou à cause de la Covid, puisque là, Ouais. j'ai eu le temps vraiment de développer ce que je souhaitais développer. Et c'est aussi quelque chose qui me permet de mieux comprendre la notion de talent et de remettre en cause complètement cette notion de talent. Parce que là, je me rends compte que j'ai des athlètes qui n'avaient pas de résultats depuis 3 ans, par exemple, sur des objectifs, et qu'on débloque d'une manière qui est sans doute pas conventionnelle pour la majorité des entraîneurs, Ouais. mais qu'on débloque et sur lesquels on a des résultats. Donc, que ce soit sur le plan physique, des athlètes qui pensaient jamais être rapides un jour dans leur vie, qui s'étaient fait à l'idée d'être lents, par exemple, ou relativement lents, ou que ce soit des athlètes qui pensaient toujours jouer avec cette boule au ventre et ce petit stress pré-compétitif, et qui, au final, arrivent à changer parce que, justement, l'apport fait par un suivi, ce n'est pas celui d'un workout, même si le workout est parfaitement réalisé sous tous les angles. Ce n'est pas celui d'un camp, ce n'est pas celui d'une saison, c'est celui du quotidien. C'est ça. Donc, moi, je suis le coach, si tu veux, des routines, des rituels, du travail quotidien, le coach de ce qui se fait un peu hors de la salle, finalement, C'est ça. et qui, par contre, change tout à la salle. Ouais. Et justement, que penses-tu, toi, de l'approche un peu préparation physique dans les clubs en règle générale? Je ne parle pas peut-être du côté pro, mais ce qui se fait c'est chez les jeunes surtout. Est-ce que tu trouves pas justement qu'il y a évidemment certainement des manquements et si on se rapprochait un peu de cette approche un peu réductionniste, de se dire, OK, on fait de la préparation physique générale, mais qui n'est jamais vraiment individualisée. Je sais que, bon, c'est pas facile, mais de toute façon, je pense qu'il faut aller vers ça si on veut développer de toute façon les qualités de ses joueurs. Mais que penses-tu, toi, de tes observations par rapport à ça? Déjà, dans les clubs, on a une première contrainte qui est la contrainte temps. Hein, souvent les entraîneurs me disent, oui, mais moi, j'ai 2 fois 2 heures par semaine, j'ai 3 heures, voilà. Donc, il y a déjà cette première contrainte qui est la contrainte temps et qui leur donne l'impression qu'on ne peut pas tout faire. Et du coup, comme on ne peut pas tout faire, on doit faire des choix. Ouais. Et ces choix-là, ils sont forcément très orientés vers l'activité. C'est-à-dire qu'on fait de la prépa physique inhérente non pas au développement du joueur, mais pour lequel on prend un match de basket en référence. C'est ça. Donc, on oublie un petit peu le mouvement, la qualité de mouvement qui pour moi c'est central, le motor skill c'est central. On l'oublie, on a du coup un mouvement qui n'est pas trop efficace,
qui dans la durée n'est pas très efficient, donc il abîme, il y a des processus inflammatoires, il y a de l'usure, qui est pas écologique, c'est-à-dire que le mouvement est pas bon, alors il va abîmer un peu ce qui se passe autour, même pour les zones qui sont pas concernées parce qu'on va compenser, et qui n'est pas économique, qui va nécessiter une grande quantité d'énergie pour avoir le même résultat que quelqu'un qui aura un mouvement plus économique. Tout ça, on prend pas le temps de le faire en pensant qu'il faut, dans le peu de temps qu'on a, s'orienter complètement vers l'activité. Et du coup, on prépare peut-être les joueurs à la capacité du match ou à la puissance pour le match volontairement. Je ne te parle pas encore d'aspect énergétique, d'aérobie, d'anaérobie, tout ça. Je te dis juste capacité, c'est-à-dire la capacité à faire son temps de jeu, et puissance à donner du rythme pendant ce temps de jeu. On va être très large. On prépare pour ça et on oublie un peu le reste, à défaut, sous l'excuse qu'on n'a pas le temps. On oublie un peu le reste. Et résultat, on a soit des joueurs qui ne progressent pas ou peu, parce qu'on ne leur a pas permis de progresser. Finalement, ils sont peut-être prêts après leur prépa physique de début de saison, ils sont peut-être prêts pour les premiers matchs, tout ça, mais en général, on a des blessures. D'ailleurs, souvent, avant Noël ou juste après Noël, c'est le moment où l'infirmerie déborde. Et, parce qu'on a accumulé des processus inflammatoires, on a accumulé des mouvements de mauvaise qualité. Et le mouvement de mauvaise qualité, si tu es assis toute la journée et que tu te lèves une fois par jour, tu peux te lever mal. J'ai envie de dire, ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Par contre, si tu as un mouvement de mauvaise qualité et que tu répètes 200 fois un geste par jour, là, forcément, tu casses la machine et derrière, tu finis à l'infirmerie. Et j'ai pu remarquer au contact des joueurs de tout niveau qu'on avait normalisé ça. C'est pour ça que je te parlais de normalisation tout à l'heure. On a un peu normalisé ça et on en arrive aujourd'hui avec des joueurs qui prennent un peu les anti-inflammatoires comme si c'était des Smarties. C'est ça. Ouais. Je prends mon anti-inflammatoire, je vais jouer, tout va bien, j'ai pas mal. Ou alors je fais mon protocole tense sur la cheville pour bien tout endormir pour aller jouer alors que j'ai mes ligaments, c'est la cata. Je fais ce qu'il y a à faire pour jouer, mais je n'arrange pas le problème de fond. Et comme je n'arrange pas le problème de fond, de toute façon, je ne passerai jamais au-dessus du niveau auquel je suis actuellement. Parce que celui-là, ce niveau au-dessus, il va nécessiter l'arrangement du problème de fond. Et alors, dans les clubs, on te répond, on n'a pas le temps, mais j'ai envie de dire, si on prenait le peu de temps qu'on a et qu'on réserve aujourd'hui à la prépa physique spécifique basket, capacité, puissance, et qu'on travaillait un peu plus la qualité de mouvement, par exemple, certes, on devrait peut-être faire des rotations plus régulières parce que les gamins ou les adultes ne seraient peut-être pas capables de faire des séquences de 15 minutes ou de 10 minutes. Mais pendant ces séquences-là, ils auraient une meilleure qualité de mouvement. Donc, peut-être la performance, le rendu serait meilleur. Et puis surtout, au fil de la saison, ce serait aussi meilleur. Et alors, quand tu abordes ce sujet-là, tu as beaucoup d'entraîneurs qui, du coup, opposent un petit peu les deux temps, le temps de performance et le temps de prophylaxie. Le temps de performance et le temps de prévention des blessures. Alors que pour moi, cette opposition-là, elle est aussi réductionniste, elle n'est pas pertinente. Parce que si tu t'entraînes bien à performer, tu t'entraînes en même temps à éviter les blessures. Donc, si tu es obligé de rajouter un temps spécifique, un protocole, une partie d'entraînement qui s'appelle prévention des blessures, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il faut le reste du temps. C'est ça, exactement. Parce que sinon, tu n'as pas besoin de ce temps-là. Donc, je suis conscient de cette contrainte de temps qu'il peut y avoir dans les clubs, mais si on emploie le temps différemment, on est aussi capable de faire des choses différentes, peut-être de mettre en parallèle le coaching à ces choses différentes parce que du coup, certes, le joueur, s'il fait moins de capacité de puissance aérobie, par exemple, il ne va pas faire les 20 minutes à fond, on est d'accord. Peut-être il en fera moins, mais dans des meilleures conditions. Oui, très intéressant, très, très intéressant. Mais je partage tout à fait ce que tu dis là, c'est vraiment ça, quoi. Et si on allait plutôt un peu plus vers la partie neuro, j'aime bien ce mot-là, parce qu'en fait, c'est un peu à la mode. Tout le monde dit ce mot-là. Tout le monde en parle en ce moment. Tout ça, c'est vraiment à la mode. Justement, j'ai l'impression que de plus en plus de clubs s'y intéressent. Déjà, depuis pas mal d'années, je pense que c'est un petit peu caché, tu vois. C'est la boîte de Pandore, comme on appelle ça. J'ai l'impression que chaque club commence tout doucement à justement s'entraîner de plus en plus de cette manière-là et commence à s'intéresser au système, en fait, un système visuel, système vestibulaire, proprioceptif, toutes ces choses-là qui sont vraiment super importantes. Justement, je voulais un petit peu parler avec toi des méthodes que tu utilises, que tu mets en avant et pourquoi est-ce que tu les utilises. Alors, en ralliant je reviens sur cette notion de talent qui est vraiment centrale. Ouais. Parce que c'est elle qui va me permettre de t'expliquer pourquoi je suis arrivé à la neuro et quelles sont les méthodes que j'utilise. Alors, pour moi, on a une vision très statique du talent, c'est-à-dire le joueur est talentueux ou il ne l'est pas, et puis point, ça s'arrête là.
C'est ça. Donc, toi, on te reçoit en détection, on te dit, bon, ben, toi, tu n'as pas de talent, je suis désolé, tu repars, tu n'as pas été retenu. Et la vision du talent, elle s'arrête au jour de ta détection. On a aussi une vision assez déterministe du talent. C'est-à-dire, ben, tu n'as pas ce qu'il faut, change de sport. Tu vois, on va dire à un jeune, tiens, toi, tu es plutôt petit, plutôt trapu, va faire de l'haltéro, fais pas du basket. Tu vois. Donc, on a une vision assez déterministe. Alors que le talent, quand tu t'y intéresses, c'est ni déterminé, ni statique. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Et tu parlais tout à l'heure depuis la tendre enfance, j'ai envie de te dire, depuis la 6e, 5e, 6e semaine de conception, dans le ventre de maman, Ouais. et à ce moment-là que commence ou pas à se développer le talent que tu vas avoir dans le sport. Parce que l'embryon, puis ensuite le fœtus, puis ensuite le nouveau-né, le nourrisson, l'enfant, l'adulte, il se développe. Et au fur et à mesure qu'il se développe, il y a toute une architecture, tout un ensemble de systèmes qui se met en place pour l'aider dans son développement et arriver jusqu'à la phase adulte. Tout ça, c'est une architecture assez complexe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des réflexes primordiaux, de tout ça, mais tout ça, c'est une architecture assez complexe. Et il faut savoir que si à un moment ou à un autre, il y a un paramètre qui se met mal en place, eh bien, ce paramètre, il va falloir l'arranger, le reparamétrer, parce que tout ce qui arrive derrière sera parasité par ce paramètre qui est mal mis en place. Donc moi, je te donne un exemple très concret. J'ai un joueur qui a fait 10 ans de basket, qui fait 10 ans de département, qui n'avance pas. On reparamètre ce dont je te parlais et on est déjà à 3 niveaux de compétition passés en quelques temps, en un peu plus d'une année. Quel avait été le problème? Eh bien, on avait des choses qui s'étaient mal paramétrées et qui ne sont pas tant perceptibles dans la vie de tous les jours. Tu peux très bien aller au bureau, faire tes courses, faire ta vie. Voilà, il y a quelques traits de personnalité qui peuvent te l'apprendre. Ouais. C'est pas que ces traits de personnalité ont un lien. Voilà, Ça. pour toi, tu ne trouves pas tu trouves pas ce qui te limite. Et puis, j'ai envie de te dire, ton niveau est normal. Comme je te disais tout à l'heure, sous-performance chronique et normalisée. Ton niveau est normal, bah, c'est ton niveau de basketteur. Et d'un seul coup, tu prends l'athlète, tu lui expliques ce qui se passe et tu lui expliques comment il peut sortir de ça. Tu le fais sortir de ça et là, il te dit, mais c'est pas possible. Enfin, je pensais que mon niveau était verrouillé à ce niveau-là. Je pensais que je sautais pas parce que j'avais pas de fibre explosive, parce qu'on a un peu tout sur le dos de la fibre à bon dos, hein, c'est la fibre, c'est tout. Et en fait, bah, tu te rends compte que la problématique n'était pas tant une problématique de fibre, il fallait tout simplement que certains processus autonomes autorisent le saut. Et ces processus-là, tu as beau fermer les yeux, y penser très fort pour qu'ils se réalisent, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut reparamétrer, réapprendre au corps à ce que de manière autonome, ça se déroule bien. Et donc, j'en suis venu à l'idée de ce joueur qui faisait 10 saisons et qui n'avançait pas, qu'on avait des limitations. Il a fallu ensuite étudier, parce que ça a été très didactique, hein, il a fallu étudier quelles étaient ces limitations, pour moi, essayer de comprendre, et surtout en quoi elles étaient en lien. Et là, tu passes déjà une première étape. Tu te dis, tiens, toi, je te dis, aujourd'hui, tu es à ce niveau-là, je t'explique pourquoi tu es à ce niveau-là aujourd'hui. Et je peux, comme je sais pourquoi, je peux très sûrement t'aider sur le comment, sortir de là. Ça, c'est la première étape parce que c'est celle qui va te permettre de lever tes limites. Après, chacun a un potentiel de performance différent. On ne fera pas que des LeBron James, on ne fera pas que des Steph Curry. D'accord. Mais aujourd'hui, la grande majorité des joueurs, même professionnels, même internationaux, sont très certainement en dessous de leur potentiel de performance parce qu'ils ne sont pas au fait, sauf, comme tu le disais, certaines structures et qui gardent ça un peu de manière très confidentielle, ne sont pas au fait de tout ça. Et donc, ils sont chroniquement en sous-performance, même quand eux sont déjà contents parce qu'ils ont le premier rôle dans leur équipe, ils sont professionnels, Mais oui, mais peut-être qu'en corrigeant cette problématique dont je te parle, de tout ce qui s'est mal paramétré pendant le développement et depuis la conception de l'enfant, un peu après la conception de l'enfant, eh ben, peut-être qu'en réglant tout ça, on atteint un niveau différent. Et aujourd'hui, j'ai des données pour démontrer ça sur des joueurs amateurs qui n'ont pas progressé pendant 10 ans. Et j'ai aussi des données pour démontrer ça. Alors, malheureusement, pour l'instant, les joueurs me demandent de ne pas trop en parler. Comme tu disais, c'est souvent confidentiel. Ils m'ont demandé d'attendre la fin de la carrière active pour pouvoir diffuser tout ce que j'ai comme données là-dessus. Mais j'ai des joueurs de niveau international dont les compétences de tir ou certaines autres compétences ont complètement changé. Photo, vidéo à l'appui entre avant et après ont complètement changé grâce à ça. Donc voilà, après, personne ne fera 100% au tir à 3 points, mais par exemple, hein, par contre,
tu peux gagner un certain pourcentage et te passer 1, 2, 3 niveaux par rapport à ton niveau actuel en travaillant sur ces limitations-là. Et pour moi, c'est indispensable parce que tu auras beau faire le… C'est pour ça que j'adore ton nom aussi, votre nom, No Brain No Gain, parce que la tradition, c'est No Pain No Gain. Et les gens pensent avant tout à se faire mal pour progresser. Et toutes les vidéos motivationnelles vont en ce sens. Sors le matin, va courir, fais-toi mal, soulève de la fonte. Bien sûr, tout ça, c'est important. Sans motivation, sans volonté, dans la durée, on ne peut pas y arriver. Mais tout ça ne t'emmènera jamais au-dessus de ton potentiel maximum. Ce potentiel, s'il est limité, tout ça ne te cassera jamais les limites. Il faut autre chose que ça pour casser les limites et envisager une trajectoire différente. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que quand tu continues un peu à étudier tout ça, tu te rends compte que finalement, ces limites physiques que peut avoir le joueur sont aussi des limites cognitives qu'il va avoir dans sa lecture du jeu, sa prise d'information, sa compréhension du jeu. On a tous connu un joueur qui semblait très intéressant quand on le voyait avant l'entraînement, en grand, en baraque, tout ça. Il rentre sur le terrain, il ne comprend rien à ce qui se passe. Bon, là, par exemple, on peut avoir une limitation cognitive. On a tous aussi connu un joueur qui avait un formidable talent de basketteur, mais qui, au premier problème, pétait les plombs complètement et sortait du match. Voilà. Et ben, quand tu étudies ça un petit peu plus finement, tu te rends compte que tout est en lien et que tous ces aspects physiques que tu retrouves dans le mouvement, tu les retrouves aussi sur la gestion émotionnelle et tu les retrouves aussi sur la cognition, donc l'apprentissage, la prise d'information. Tout ça est lié dans un même système. C'est logique. Hein. Il n'y a pas le moi qui apprend, le moi qui joue, le moi qui ressent. Non, on est un et entier. Et les canaux utilisés par tout ça sont les mêmes. Donc ça, pour beaucoup de gens, c'est encore, mais toi, je sais que tu es au fait de ça, mais pour beaucoup de gens, c'est encore une conception difficile. Tout à fait. D'autant plus à une époque où on a surspécialisé, subdivisé les compétences. Aujourd'hui, tu fais même plus appel à un préparateur mental, tu fais appel à un préparateur mental de telle méthode. Ouais, c'est ça. Tu fais même plus appel à un prépa physique, tu fais appel à un prépa physique de telle méthode. Ouais. Et ainsi de suite. Et du coup, tu te retrouves avec 25 intervenants dont chacun il est plus nutritionniste, mais il est spécialiste de ça, ça, ça. Bientôt, tu vas être spécialisé par aliment, tu vois, dans la nutrition. Ça va loin. Ouais, c'est vrai. Et ce n'est pas une critique pour mes amis nutritionnistes, j'adore, je travaille avec beaucoup de nutritionnistes. On a subdivisé énormément, on a surspécialisé, et à la fin, le lien entre tout ça, il est où? C'est ça, exact. Le lien entre tout ça, où on le trouve? Donc, heureusement, on a encore des professionnels aujourd'hui qui travaillent en équipe collaborative parce qu'on ne peut pas tout savoir. Moi, je suis le premier, quand j'atteins mes limites dans une spécialité, à transférer vers un collègue qui apporte une plus-value parce qu'il a les compétences plus approfondies pour la spécialité. Mais aujourd'hui, l'enjeu pour moi, il est vraiment cette vision globale. Et donc, comme je te disais, tu as des joueurs amateurs comme des joueurs professionnels qui vont pouvoir atteindre leur potentiel maximum, qui sera différent pour chacun. Encore une fois, le jeu, ce n'est pas d'emmener tout le monde au niveau de Curie. Le jeu, c'est d'emmener un joueur à un niveau où il va pouvoir se dire « c'est mon max. Je suis vraiment là, pour le coup, arrivé à mon max. Je ne suis pas resté à 30% toute ma vie. » Et là où c'est assez rigolo, c'est que… Enfin, c'est rigolo, façon de parler, c'est que quelquefois, on teste des joueurs professionnels, des jeunes joueurs notamment qui ont suivi des parcours d'excellence, et on obtient des tests qui sont à un relatif petit pourcentage de leur potentiel. Alors bien évidemment, on ne peut pas mesurer ça avec précision, on a une marge d'erreur parce que le potentiel, le potentiel, c'est ce qu'on envisage, ce n'est pas quelque chose qu'on va concrètement tout déterminer, c'est plus compliqué que ça. Mais malgré cette marge d'erreur, on peut voir que même sur des parcours d'excellence, on a des athlètes qui, en sortie de parcours d'excellence, sont encore très loin de leur potentiel. Et ça laisse à penser que, eh bien, on n'a pas assez peut-être communiqué ou axé le parcours de formation des athlètes sur ces aspects-là. On est vraiment tourné dans notre activité. Moi, je suis coach de basket, donc ce qui m'intéresse, c'est le shoot, la passe, le dribble, c'est normal. Toi, tu es coach de CrossFit, ce qui va t'intéresser, c'est le snatch, c'est ceci, c'est cela, c'est normal. On est tous dans notre activité et à la fin, on a oublié ce qu'il y avait au-dessus de toutes nos activités, qui est l'être humain qu'on passe avec ses particularités, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est aussi super intéressant, évidemment. Et tu vois, tu as vraiment l'impression que maintenant, avec la nouvelle vision un peu de ce qu'on voit avec la neurologie appliquée à la performance,
qu'il y a vraiment deux spectres qui commencent vraiment à se mettre en lumière. Tu vois, il y a vraiment cette approche biomécanique, pure biomécanique, où on veut, comme tu l'as dit, développer des compétences liées à des fibres, à des filières énergétiques, etc., qui ont tout à fait leur place, mais on est trop haut au niveau de la pyramide. Il faut se dire qu'on est dans une pyramide d'apprentissage, et là-bas, on est vraiment vers la performance qui est au-dessus de cette pyramide, vraiment tout en haut, et qu'au final, il y a cette fondation qui doit être forte et puissante pour vraiment avoir des performances solides, qui est en fait cette approche neuro. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de toute façon, c'est ça, c'est ces entrées sensorielles, tout ça qui nous permet alors à ce moment-là de pouvoir bonifier le système pour avoir des sorties. Parce qu'on parle souvent de output, de compétences liées au terrain. Hein, on veut regarder, on regarde ça. Hein, c'est cette approche un peu biomécanique. Mais l'input, tout ce qui rentre dans le cerveau, hein, il faut se le dire, tout ce qui est entrée sensorielle, tout ce qui est information perçue par le cerveau, eh ben ça, c'est comme si on l'avait rayé de la carte et on s'y intéressait pas du tout, en fait. Et l'interprétation, l'intégration du cerveau par rapport à ces entrées sensorielles, on ne s'y intéresse pas non plus. Et on s'intéresse en fait à ce qui sort. Et ce qui sort, des fois, ben, n'est pas spécialement performant, n'est pas spécialement beau à voir, etc. Et au lieu de s'intéresser aux entrées sensorielles, à ce qui rentre dans le cerveau, ben on essaie de corriger constamment ce qui sort. Et ça, eh ben, c'est pour ça qu'on arrive, et certainement toi, Andy, ce que tu arrives, c'est que tu arrives justement à gagner du temps, à gagner des pourcentages de performance limite des fois instantanés, parce qu'en fait, tu vas chercher les bonnes informations, celles qui rentrent directement dans le cerveau, et ensuite, ben, évidemment, le cerveau fait son process, et hop, ce que tu vois, eh ben, évidemment, est bonifié. Et ça, voilà, j'imagine que c'est ce que tu observes souvent. Et je pense qu'en basket, avant tout, je pense que c'est un système qu'on entend, et je pense que voilà, ça commence à arriver de plus en plus, mais on voit de plus en plus de travail au niveau oculaire, des travails de réaction, etc., qui sont très très bien, mais évidemment, il faut savoir où les placer, quand les placer et pourquoi est-ce qu'on les met. Mais il y a un système qui prédomine sur tout, et il ne faut pas se leurrer, et j'imagine que c'est aussi ce système-là que tu travailles aussi. Évidemment, tu vas d'abord t'intéresser aux réflexes archaïques pour voir déjà s'il n'y a pas des bugs dans le système, parce que c'est un peu ça, moi ça me fait penser un peu à ce que tu as dit, c'est un peu ça, c'est comme s'il y avait un virus dans le système, et ce virus c'était un réflexe non intégré qui, alors à ce moment-là, emmène toute une série de problèmes par la suite et de non-fonctionnement correct de certaines compétences. Mais il y a un système, à mon avis, qui doit être vachement observé, c'est le système visuel, et surtout en basket. J'imagine que ça, c'est quelque chose que tu travailles aussi énormément. Alors là, j'ai plein de choses à te dire. J'imagine. J'ai dû prendre des notes parce qu'il y a des choses par rapport au début de ton intervention que je ne voulais pas oublier. Et puis, je finirai sur ce que tu viens de dire en toute fin. Première chose, tu me disais, aujourd'hui, il y a un peu deux courants. Il y a le courant neuro et le courant qui n'est pas neuro, un peu, en gros. Ouais, pour une manière simplifiée. Un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Un peu ça. Je pense que les coachs, les experts sportifs, les entraîneurs se sont toujours construits un peu par rapport à un paradigme. Longtemps, cette construction par rapport à un paradigme, ça a été d'opposer, alors que tout peut aller ensemble, d'opposer la biomécanique et l'énergétique. Il y avait l'anglo-saxon qui étudiait le geste, les moindres degrés, les moindres angles, les centimètres de déplacement, les effets de levier, les biais, tout ce que tu veux. Et puis, il y avait le spécialiste plutôt latin de l'énergétique qui, lui, te donnait ta lactatémie, qui te donnait tout ça. Voilà. Il y avait un peu ces deux écoles qui se sont longtemps crêpées un peu dans les sciences du sport. Aujourd'hui, on a l'arrivée de cette vague neuro là, qui déferle, qui est hyper pertinente, qui est vraiment exceptionnelle, mais que du coup, on a l'impression qu'on retrouve la distinction qu'il y avait au départ entre biomec et énergétique, où on retrouve le neuro d'un côté et le biomec énergétique traditionnel de l'autre. C'est ça. Alors qu'au final, tout ça va ensemble. C'est-à-dire que la neuro, ça va aider la biomécanique, ça va aider l'énergétique, ça va tout aider. Tout peut aller ensemble. La seule question à se poser, c'est quelle place donner aux choses. Moi, si on parle du joueur, le joueur, c'est un homme. Un homme, c'est quoi la priorité? C'est survivre. Pour survivre, il faut faire quoi? Il faut capter des informations. Parce que si tu ne captes pas d'informations, quel que soit le canal, tu ne peux pas survivre. Je te donne un exemple très concret que je prends souvent. Tu es au volant d'une voiture. Tu conduis une voiture. Quasiment toute une classe d'âge a le permis. Très rares sont les gens qui ne passent jamais le permis. Donc, tout le monde va voir de quoi je veux parler. Si lorsque tu conduis ta voiture, tu fermes les yeux, tu coupes le capteur visuel, très rapidement, tu as un accident. Si lorsque tu conduis une voiture, lorsque tu fais une rotation pour voir qui arrive sur ta gauche pour te doubler, ou lorsque tu fais une accélération au volant de la voiture,
tu perds le contact visuel ou tu perds des informations, tu vas avoir un accident. Si lorsque tu conduis ta voiture, eh bien, tu appuies comme un bourrin sur la pédale d'accélérateur ou de frein parce que tu n'as aucune sensibilité proprioceptive, eh bien, tu vas là aussi avoir un accident. Donc, on peut admettre que pour conduire une voiture, la vue, le système vestibulaire et le système proprioceptif sont importants. Important à un certain niveau, puisqu'il ne faut pas, avec le pied, hors conduire une Formule 1 ou avec les mains, tu n'as pas besoin d'un niveau de précision exceptionnel. Le sport, ça demande, pour avoir des résultats, pour être meilleur que les autres, un niveau de précision toujours supérieur. D'accord ? Tu dois avoir deux choses qui sont vraiment fondamentales, c'est la stabilité, parce que sans stabilité, on ne fait rien, et la précision. Et cette stabilité et cette précision, comme pour le conducteur de voiture dont je parlais tout à l'heure, elles ne peuvent pas s'obtenir les yeux bandés, elles ne peuvent pas s'obtenir si tu perds tes repères quand tu es en rotation, quand tu accélères verticalement ou latéralement. Elle ne peut pas s'obtenir si quand tu fermes les yeux une seconde pour cligner, tu ne sais plus où tu te trouves. Elle ne peut pas s'obtenir si tu ne sais pas à un moment donné, de manière un peu autonome, les informations ne reviennent pas sur la position de ton bras ou de ta jambe dans l'espace, ton pied ou tout ça. Si tu n'as pas tout ça, tu ne peux pas être stable, tu ne peux pas être précis, donc tu ne peux pas performer. Donc l'approche neuro, elle se justifie complètement. Pourquoi ? Parce qu'on va s'intéresser à comment l'information rentre, comme tu le dis très bien, l'input, quelle que soit l'entrée d'information. On va s'intéresser à comment l'information est intégrée, comment la base du système nerveux central va l'intégrer, comment le cervelet va machiner tout ça. On va s'intéresser à comment cette information-là, une fois intégrée, va générer un mouvement. Le mouvement reste au centre de l'approche neuro, de toute façon. Bien sûr. Simplement, on va s'intégrer à l'input, l'intégration, et puis ce qu'on appelle l'output, comme tu disais, le mouvement. On va s'intéresser à ça. On comprend bien qu'un joueur, pour reprendre l'exemple de la voiture, s'il n'a pas les bonnes informations visuelles en quantité ou en qualité, s'il n'a pas les bonnes informations sur l'équilibration en quantité ou en qualité, ou s'il n'a pas les bonnes informations proprioceptives en quantité comme en qualité, s'il a ces informations et qu'elles parviennent tardivement, s'il a ces informations mais qu'elles s'intègrent mal, parce que certaines ne correspondent pas aux autres, parce que ce qu'envoie l'œil gauche n'est pas ce qu'envoie l'œil droit, s'il n'a pas tout ça qui s'intègre, le mouvement sera mauvais. Là, on ne peut rien faire d'autre. Si tu mets maintenant de l'alcool de riz dans ta voiture, elle ne va pas rouler comme si tu mets du gasoil ou du super. On ne peut rien faire d'autre. On est forcément verrouillé pour le résultat par l'entrée. D'accord ? Si l'entrée n'est pas bonne, et tu le sais très bien, si l'entrée n'est pas bonne, le résultat sera mauvais. Donc, moi, je suis parti en guerre sur ce constat-là. Déjà, je suis parti en guerre sur un truc, c'est la méthode de la répétition. Pourquoi ? Je t'explique vite fait. Ça, c'est ma petite guerre personnelle et je suis content de pouvoir l'exposer. Mais d'ailleurs, j'ai vu que j'ai fait une aparté. D'ailleurs, tu as fait une petite formation là-dessus, une formation d'une heure là. Une heure pour redonner les bases. C'est ça. Ça m'importe beaucoup parce que nous, on fonctionne notamment dans le basket, mais c'est comme ça dans les sports co, dans d'autres sports comme le karaté, où c'est complètement comme ça aussi. On fonctionne beaucoup avec la répétition. C'est-à-dire qu'on a l'acquisition par la répétition. Et effectivement, la répétition, c'est intéressant, mais la répétition ne fait pas tout. La répétition ne lève pas les limites qu'il y a dans le système. Non. Si ton œil gauche voit une image qui n'est pas celle de ton œil droit, tu auras beau répéter 2 milliards de fois, l'image de ton œil gauche sera toujours pas celle de ton œil droit. Donc, ça change, c'est un exemple, mais pour te dire que ça ne change pas les entrées dans le système, ça ne change pas forcément la manière dont c'est intégré. Et du coup, la répétition va avoir une limite énorme en termes d'apprentissage et de développement. Parce que si le système n'est pas bon, s'il est limité, s'il y a quelque chose de mal paramétré, comme on parlait tout à l'heure des réflexes primordiaux ou archaïques, s'il y a quelque chose dans le système qui fonctionne mal, le résultat sera le même. Tu peux pas, si tu veux te faire un smoothie cet après-midi anti-inflammatoire après ta séance là, pour te faire un petit plaisir, si tu mets des ingrédients acides, ton smoothie ne sera pas anti-inflammatoire. Bon, là, c'est pareil. Si tu rentres des mauvaises informations, ce que tu auras derrière, ça sera jamais bon. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce que le basket, c'est un sport qui se base non pas uniquement sur l'athlétisme, comme on l'a beaucoup dit, parce que moi, durant toute ma formation de jeune entraîneur, on m'a dit le basket, c'est de l'athlétisme avec un ballon. Voilà, j'ai été formé comme ça comme entraîneur. Oui, il y a une composante athlétique au basket, mais il y a avant tout, et d'ailleurs elle est liée, une composante neuro. Apprentissage. De l'apprentissage, et puis surtout, le basket, très concrètement, c'est quoi ? C'est de la coopération avec d'autres joueurs, c'est de l'opposition avec d'autres joueurs, et c'est de l'incertitude. Tu ne sais pas comment l'autre va bouger avant qu'il bouge. Tu ne sais pas comment ton coéquipier va bouger. Tu essayes de le prédire. savoir, de le prédire par les systèmes de jeu,
C'est ça. Voilà, tu essayes de le deviner avant, mais tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Donc, il y a une dimension d'incertitude super importante. Et dans cette dimension d'incertitude, les mouvements que tu vas réaliser, tes dribbles, tes passes, tes déplacements, tes tirs, en réalité, ils ne vont jamais être 2 fois les mêmes. On a l'impression, on les regarde, on dit tiens, le tir de Curry, il tire 300 fois, là, comme sa dernière vidéo. Il tire 300 fois le même tir. Si tu regardes ça avec plus de précision, ce n'est pas 300 fois le même tir. Et en interne, justement sur l'input, l'intégration et l'output, en interne, la chose est conçue de 300 fois de manière différente. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui est conçu sur la base d'informations et parce que les informations changent à chaque seconde. C'est vrai, tout à fait. Ton corps, il capte plus d'informations que tous les ordinateurs du monde réunis. Tout à fait. Et je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça sur la neuro, et c'était frappant. Le corps traite beaucoup plus d'informations que tous les ordinateurs. Okay? Donc, partant de là, comment on pourrait te faire progresser en répétant ton tir sans améliorer ta qualité de prise d'information, alors qu'à la fin de ton tir, tu vas devoir le prendre avec de la coopération, de l'opposition et de l'incertitude? Compliqué. Compliqué. Donc, dans un sport, ça l'est vrai pour beaucoup de sports, mais encore plus pour le basket, pour le foot, pour tous ces sports de collectif d'invasion, si tu veux. Ouais. Bien, la dimension information, elle est déterminante. Toi, tu ne réagis pas de la même manière entre un shoot ouvert, un shoot fermé, une prise à 2. Voilà, tout ça va jouer sur ton jeu. Donc, comment on pourrait te faire progresser sans avoir optimisé cette dimension qui va te permettre de prendre les informations visuellement, proprioceptivement, vestibulairement, les 3 grandes familles. Après, on peut rajouter en extrapolant le proprioceptif, le sens haptique, le sens du toucher, mais qui au final, ce sens du toucher est très lié au proprioceptif, parce qu'on sait aujourd'hui que quand on se développe sur le plan moteur, on développe aussi la sensibilité. Donc voilà, sur les doigts par exemple, si tu entraînes tes doigts à faire beaucoup de mouvements, ils vont aussi devenir plus sensibles. Les deux, il y a une corrélation entre les deux qui est assez intéressante. Donc comment on pourrait, une fois qu'on a plutôt toutes ces informations, eh bien, on peut comprendre que le mouvement que va faire l'athlète sur le terrain, et notamment en match, c'est le croisement de ce que lui est capable de faire, de la tâche qu'on lui demande et de l'environnement qui est le sien, mais de l'environnement à la milliseconde où il va devoir le réaliser. Et que cet environnement-là, il change à chaque seconde. Et donc, partant de tout ça, on ne peut pas occulter la dimension neuro d'un sport collectif. C'est pour moi la dimension principale. On aura beau avoir le meilleur athlète du monde, s'il n'a pas cette dimension-là, il aura du mal à performer dans un sport collectif. Donc, voilà pourquoi pour moi déjà le neuro il est important. Et il ne va pas en opposition parce que le neuro, en améliorant l'output, il améliore la biomécanique du mouvement. Donc, il est lié à la biomécanique. Il y a toute une partie neuro dans la biomécanique. Dans le mouvement humain, c'est du neuro. Donc, c'est très intéressant. Et puis, le neuro a aussi des répercussions sur le plan énergétique parce que la dépense énergétique, la consommation énergétique ne va pas être la même en fonction de ton mouvement. Hein? C'est ça. On a des joueurs qui bougent à l'économie en sachant dépenser très peu lorsque ce n'est pas nécessaire de dépenser, pour pouvoir dépenser plus quand c'est nécessaire de dépenser sur le terrain. On a d'autres joueurs qui n'ont pas cette qualité-là, eh bien, qui n'arrivent pas à gérer leurs efforts et du coup, qui n'arrivent pas non plus à leur potentiel maximum de performance. Donc, c'est intéressant sur tous les points. C'est vraiment associé à la biomécanique et à l'énergétique. Et encore plus loin avec ce que je te disais tout à l'heure. En plus, c'est associé à l'émotionnel et au cognitif. C'est ça, tout à fait. Parce que ton développement biomécanique, ton développement énergétique, il va être meilleur si tu as un fort engagement, si tu es motivé, si tu es déterminé. Ça va être meilleur si, sur le plan cognitif, tu apprends plus facilement les choses, si ton niveau d'attention est meilleur. Aujourd'hui, on est confronté à des générations de joueurs avec un niveau attentionnel très bas. On n'y peut rien, c'est la génération. On a tout qui saute, on a une Apple Watch, on a un smartphone. On a tout le temps un truc qui clignote, qui s'allume, qui sonne. D'ailleurs, tous les systèmes sont faits pour alerter les fameuses notifications, quoi. Les fameuses notifications. Tout le temps. Ouais. Donc, le niveau d'attention des jeunes est très bas. Et ça aussi, c'est un vrai frein au développement. Et ça aussi, ça peut s'entraîner avec la neuro. Donc, si tu as un joueur qui, sur le plan énergétique, n'est pas très bon, et sur le plan biomécanique, n'est pas très bon, mais dans cette composante-là, il n'est pas attentif à l'entraînement, si tu améliores son attention, tu vas améliorer son résultat sur le mouvement et sur l'énergétique aussi. Donc, tout est lié. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec les approches réductionnistes. Je peux les comprendre. Je les comprends, mais j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec ça.
Mais tu ne penses pas que, de toute façon, ces approches réductionnistes vont peut-être être moins en moins réductionnistes parce que peut-être c'est simplement une question d'information. L'information peut-être en fait n'est pas encore actualisée chez la plupart des gens ou n'est même pas encore bien perçue. Tu sais, j'ai l'impression d'être au commencement de quelque chose, tu sais. Ouais. C'est un peu comme, je peux parler par exemple du CrossFit. C'est comme quand le CrossFit est arrivé au début, on avait tu sais, c'est sur les fameuses phrases qui disent qu'au début, on a plutôt tendance comment dire, à dire que c'est dangereux, enfin, Oui, non, à se moquer, dire que c'est dangereux et ensuite que c'est évident. C'est un peu, je pense qu'on est peut-être là ici pour peut-être en train de rentrer peut-être dans la deuxième phase en se disant ça, mais je pense que on peut pas en vouloir aux gens d'avoir une approche réductionniste parce que je pense que j'ai l'impression que l'humain se dirige forcément un peu vers ça. On aime bien mettre les choses dans des boîtes et on aime bien ne pas non plus se confronter à trop de choses à la fois. Oui, il y a ces notifications, etc., mais je veux dire, en termes d'apprentissage, c'est difficile pour le cerveau d'apprendre plein de choses. Toi, par exemple, tu es un peu un ovni, je pense. Tu es un peu un ovni parce que tu as cette capacité cérébrale, à mon avis aussi, de compétences par rapport à ta carrière et par rapport à qui tu es, à déjà avoir du data, à collecter des informations à gauche, à droite et à faire vraiment ta popote, on va dire, et ta façon de voir les choses qui est extraordinaire. Mais je pense que la plupart du temps, les gens ne sont peut-être pas déjà câblés assez pour pouvoir s'intéresser à autant de choses à la fois. Parce que, encore une fois, si on se réfère au système nerveux et qu'on disait tout à l'heure, c'est la survie. Oui, la survie, pour aider au système à survivre, on appelle ça le système aussi d'homéostasie. C'est la capacité vraiment à essayer de diminuer un maximum les efforts, parce qu'on est toujours en rétro-contrôle dans la façon de se dire… En résistance, quelque en part. résistance, voilà, exactement. On est toujours essayer d'avoir le moins d'énergie dépensée pour rien, et ça, c'est notre nature profonde. Et vouloir constamment apprendre à gauche, à droite, c'est une forme de dépense d'énergie, et le système, on a l'impression qu'au final, il n'aime pas trop ça, et alors on se donne des fois des freins, en fait, à pouvoir aller exploiter son plein potentiel de savoir et d'apprentissage, déjà par rapport à ça, tu vois. Et je peux comprendre que des fois, on a tendance à se mettre une étiquette et les gens ont tendance, parce que c'est une forme de confort, je pense. Oui, c'est très confortable. Voilà, c'est très confortable de faire ça. Et vouloir ouvrir des portes et se remettre en question, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi, j'ai l'impression aussi. Je sais pas ce que tu en penses. C'est là, je suis d'accord avec toi, c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est là que la neuro, c'est doublement intéressant. Voilà. Parce que quand tu t'intéresses à la neuro, tu peux très bien t'y intéresser en tant qu'entraîneur, par exemple, pour toi-même d'abord. C'est ça. Pour toi-même d'abord. C'est te dire, ben oui, moi, c'est vrai que quand je fais quelque chose avec ma famille, je suis tout le temps sur mon téléphone aussi, de manière même automatique. Je vais voir si j'ai une notif, un truc. Est-ce que je pourrais pas être plus attentif à mes proches? Ouais. Là, tu pourrais par exemple développer ça. Tu vois, je te prends exprès un exemple complètement hors contexte de sportif. Tu pourrais t'intéresser à la neuro pour dire, tiens, je vais développer mon attention et je vais essayer de mettre en place des relations plus qualitatives avec ma famille. Tu pourrais utiliser la neuro pour te dire, par exemple, tiens, j'ai tendance à avoir le mal des transports facilement. Je voudrais avoir moins le mal des transports en voiture, surtout quand je ne conduis pas, quand je suis passager, j'ai la tête qui tourne si je regarde un truc ou quoi. Donc, je vais essayer d'améliorer ça. Tu peux essayer la neuro sur n'importe quel angle. À titre personnel, pour ta vie de tous les jours, il y a des bouquins qui existent, il y a des formations, il y a des coachs neuro, il y a tout ce qu'il faut. Tu essayes ça pour toi d'abord et tu vois. Moi, c'est ce que, tu vois, quand tu disais, toi, tu percutes ou machin. Moi, surtout, je pense que ce que je fais et qui est vraiment intéressant, qui me permet beaucoup d'avancer, c'est que je teste tout. Alors, je ne suis pas le meilleur sportif du monde, je ne vais faire aucun record nulle part. Par contre, j'ai tout testé. Et du coup, j'ai un peu un feedback de ce que ça représente, à la fois comme investissement, à la fois comme retour sur investissement. Et je suis toujours dans la recherche d'avoir un ratio entre les efforts et le résultat qui soit favorable. Ça, c'est vraiment ma priorité. C'est pour ça que j'essaie de vraiment contrecarrer le no pain, no gain classique en disant non, tu n'es pas obligé d'avoir la douleur autant que tu le penses. Attention, il va falloir les efforts, la détermination, la reproduction des efforts. Mais tu n'es pas obligé d'avoir autant la douleur. Tu peux aussi travailler d'une manière différente. Et je pense que pour ouvrir tous les coachs à la neuro et à ce qu'on peut faire en termes de neuro, ça peut aussi être intéressant d'y accéder dans une démarche individuelle de développement personnel. De toute façon, quand on s'intéresse au développement personnel, que ce soit sur le plan de nos qualités à nous d'apprentissage, tiens, j'ai plus de 40 ans, j'ai envie de toujours apprendre au top, il faut que je garde mon cerveau bien dynamique, ou tiens, j'ai des douleurs, ou j'ai tel ou tel problème. On a tous un petit truc qu'on aimerait peut-être régler. C'est sûr.
Voilà, essayez de voir si on ne peut pas s'inspirer sous un angle neuro pour le tester sur soi, cette manière de régler les choses. Et quand on se rend compte de l'impact, C'est magique. après, c'est magique et surtout, Ah oui, c'est gagné parce qu'on sait ça. qu'on s'est convaincu soi-même, on peut convaincre les autres. Exactement, tout à fait. C'est exactement ce que j'ai eu moi et je pense que oui, évidemment, on doit passer par nous en fait parce que si on veut vendre un produit, si on veut vendre quelque chose, si on veut donner quelque chose, il faut qu'on ait testé ce quelque chose. Je veux dire qu'il y a cette fameuse phrase qui dit « tu dois être le produit de ton produit ». Être le produit de son produit, c'est ultra important. C'est comme un diététicien qui arrive et qui te donne des conseils d'alimentation alors que le gars, il mange que de la merde. Enfin, voilà, Oui, dans tous les secteurs, c'est comme ça. Et quand on veut évidemment expérimenter quelque chose et se rendre compte évidemment comment est-ce que ça fonctionne, on doit le faire par nous-mêmes. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait du crossfit pendant des années et des années. J'ai commencé à voir sur moi des choses qui n'allaient pas. Des douleurs inexpliquées, des manques de mobilité, des douleurs à l'épaule, une épaule plus basse en rotation que tu aurais pu très bien prendre pour des douleurs chroniques et normales. Exactement. J'aurais pu dire c'est normal, c'est comme ça, c'est la discipline. Mais en fait, pas du tout, parce que comment est-ce que ça se fait que lui n'a pas de douleur, que moi j'en ai, que lui il a un super squat, que moi j'ai du mal à squatter avec une barre au-dessus de la tête alors que lui ça va. Enfin, tous ces questionnements-là, il ne faut pas se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il faut juste comprendre et se dire que, ok, quelle est la cause? Quelle est la cause des causes? Et non pas tout le temps aller vers les conséquences. Parce que ça, c'est quelque chose d'important, c'est de se vouloir toujours de dire, OK, j'ai un problème à l'épaule, bah, je vais commencer à travailler sur mon épaule. Mais peut-être qu'en fait, le problème, c'est pas l'épaule. Vous voyez, enfin, c'est un peu cette approche-là aussi neuro, c'est de se voir aussi, de se dire, OK, tu as peut-être eu un problème le mois passé, mais peut-être que le problème, il n'était pas du mois passé, il est peut-être là depuis le début. Mais depuis le début, c'est peut-être les premiers mois de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu vachement observer sur moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la neuro, mais je me suis intéressé à la neuro parce que je suis tombé sur une vidéo, j'étais sur Expertise 360, les capsules vidéo au Québec, et je suis tombé sur une vidéo de Mathieu Boulet, qui est responsable de l'Institut IP. Et je suis tombé sur cette vidéo, d'ailleurs, elle est disponible pour ceux qui sont intéressés à mettre une introduction à ça. Bah, je l'ai regardé 3-4 fois d'affilée parce qu'en fait, évidemment, ça mettait des gifs et que ça mettait vraiment un courant complètement différent. Mais là, je me suis dit, OK, waouh, en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, peut-être, est lié à plus loin encore, à une cause qui est encore beaucoup plus lointaine que ce que je pensais. Et petit à petit, bah, j'ai fait la formation, j'ai appris et petit à petit, j'ai testé sur moi. J'ai testé. Et en testant, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, j'ai bonifié des choses par rapport à ma capacité à bouger, à ma capacité à prendre des barres et avoir moins de douleur aux épaules et autres. Mais j'ai aussi remarqué que dans mon comportement, dans mes relations et dans la façon dont j'organisais les choses et que j'arrivais à planifier les choses, ben, j'étais beaucoup plus efficace. J'arrivais à tenir un agenda, à m'y tenir. J'étais plus organisé dans ma tête. Au niveau émotionnel, j'étais moins en haut, bas, quoi, up and down. Voilà. C'est vraiment pour dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas séparer la sphère physique, émotionnelle et cognitive. C'est un tout. Quand tu agis sur le physique, tu agis forcément sur les émotions et sur le cognitif parce que de toute façon, c'est les centres d'intégration qui font un. Et c'est ça. Et bon, voilà, en tout cas, c'est un peu ça que je voulais mettre en lumière, c'est tester les choses sur vous-même et évidemment, vous sentez en vous-même qu'il y a des manquements. Et si ces manquements sont là, ils sont souvent d'ordre neurologique de toute façon. Oui, donc c'est clair. C'est même le manquement musculaire le plus visible, comme je sais Mobilité. pas, une différence de masse musculaire d'un côté et de l'autre, avec un muscle un peu atrophié et de l'autre côté un muscle de taille un peu plus normale, par exemple. On peut trouver l'explication. Vous n'êtes pas simplement né comme ça non. et voilà, c'est comme ça. C'est qu'il y a une explication, il y a des compensations. Et vouloir régler la problématique en travaillant juste en rééquilibrage musculaire, c'est une chose. Mais si la problématique de fond, la cause, n'est pas réglé, travaillée, c'est ça. le corps revient dans sa routine de déséquilibre, il revient dans sa compensation. Donc, il y a vraiment un travail entre guillemets, plus profond à réaliser. Et ce que tu dis, tu le dis très bien, tu l'as testé sur toi. On sent quand tu le dis que c'est du Il y a des émotions, ouais, bien sûr. C'est que sur les émotions, effectivement, et la cognition, ça a des grosses différences. Je vais vous donner un exemple. J'ai des joueurs
avec des typologies un petit peu particulières, dyslexiques, dyspraxiques, tout ça. Voilà. Mhm. Eh ben, en les faisant travailler pendant leur entraînement de basket, on a une amélioration avec des méthodes neuro, on a une amélioration aussi sur le comportement à l'école, on a une amélioration aussi sur la lecture, sur Tout à fait. l'apprentissage. Tout à fait. Il faut vraiment essayer d'être en ouverture. Et je pense que pour la meilleure façon d'être en ouverture, alors quelquefois, on a aussi des mauvaises surprises, des choses qui marchent moins bien que prévu, mais la meilleure façon d'être en ouverture, c'est de tester pour soi, d'essayer de se dire, de voir un peu où sont ses limitations et de se dire, tiens, si je voulais la lever, comment je ferais? Moi, je te dis, je fais partie de ce joueur que je voyais pendant 10 saisons être au même niveau. Et c'est ça qui m'a posé question. Ensuite, je suis revenu vers moi pour me dire, tiens, moi, qu'est-ce que j'ai qui évolue pas et pourquoi et comment. C'est ça. Et, il faut essayer de faire cette démarche-là. Et je pense que quand tu arrives à faire cette démarche-là, au final, tu testes, tu testes, tu testes. Et puis, tu élagues ce qui n'est pas intéressant, tu gardes ce qui est intéressant. Et en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord avec toi. La neuro, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'on va jouer sur les trois domaines en même temps, les trois sphères en même temps. Et Ouais. du coup, quand on joue, voilà, je veux dire. Mhm. Tout est neuro, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout ce que, comme tu l'as dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu poses comme acte, inconscient, conscient, subconsciemment parlant, ça sort quand même du système nerveux. En lien, peut-être, certains pourront dire aussi le système digestif, qui est notre deuxième cerveau, et d'autres systèmes. Mais en soi, en lui-même, on sait très bien que notre cerveau est là sur pas mal de choses. Et On connaît pas encore tout. C'est ça, c'est ça. On en apprend, moi j'en apprends, et je suppose c'est pareil pour toi, on en apprend toutes les semaines et on tant va en mieux. apprendre encore jusqu'à la fin de notre vie parce que C'est ça. c'est d'une complexité telle qu'on en apprend, on en découvre un petit peu tout le temps. C'est ça. Et de se dire qu'en fait, c'était un truc que j'avais vu, ça, c'était se rendre compte que c'est le cerveau lui-même qui doit essayer de comprendre le cerveau. En fait, au final, c'est un peu ça, tu vois. Oui. C'est nous-mêmes qui allons devoir comprendre par notre propre cerveau comment le cerveau fonctionne. C'est un peu, et c'est ça que ça prend du temps, évidemment, et c'est logique, et c'est tout à fait normal. Et comme tu l'as dit, on en apprend tous les jours. Je voulais juste faire une petite aparté. Justement, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui seraient intéressés justement par cette approche? Vers quoi tu les dirigerais peut-être pour commencer, toi, de ton côté? Il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu qu'il y a quelques années. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que sur les réseaux, tu as pas mal de podcasts, tu as pas mal de chaînes, tu as pas mal d'experts en France ou à l'étranger qui diffusent des choses. Donc, il y a moyen, tu tapes neuro dans Facebook ou tu tapes neuro dans Insta, tu vas trouver énormément de choses. Après, tout ne sera pas du même équivalent, mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Quand tu vois les comptes, tu vois tout de suite un peu la qualité de travail. C'est ça. Après, si je te donne des noms précis, je vais en oublier et je ne veux pas en oublier. Donc, simplement, voilà, tu fais la recherche, sur neuroperformance, neuroathlétique, ces mots-clés-là, et tu trouves énormément de contenu. Et après, tu as ZELS dont on parlait tout à l'heure, par exemple, qui propose des choses très complètes. Tu as l'Institut Carrick aussi qui propose des choses super intéressantes. Tu as des labos français qui se sont développés il y a peu de temps, qui proposent des choses intéressantes. Enfin, il y a vraiment plein de choses à trouver. Et surtout, ce n'est pas une approche qui date d'hier. Non, du tout. C'est vrai en plus. Si tu commences à t'intéresser à ça, que tu regardes les bouquins, les choses, tu vas déjà dans les livres des années 60-80, tu vas trouver des trucs super intéressants et tu vas te dire, mais pourquoi j'ai attendu aujourd'hui pour faire ça? C'est ça. Voilà, c'est pas une approche d'hier. L'étude du système nerveux, ça a déjà une longue histoire. Et voilà, après, il commence à y avoir des bouquins, donc pas encore trop en français, mais il commence à y avoir des livres, notamment en anglais ou en allemand sur le sujet, qui sont très intéressants parce que les Allemands sont bons aussi sur cet aspect-là. Tout à fait. Donc, il y a plein de sources d'informations autour de la neuroperformance, neuroathlétique. Tu arrives à trouver des choses. Après, il faut juste distinguer entre les uns et les autres, parce que le problème de tous les phénomènes de mode un peu en sport, c'est que tu commences à avoir un peu de tout et son contraire. Donc après, voilà, il faut un peu benchmarker pour voir un peu ce qui est dit à droite, à gauche, afin de pouvoir comparer les données. Ça, c'est propre à tous les réseaux. Moi, j'essaye de toujours avoir un point de vue un peu critique sur les choses et de pas non plus les prendre pour argent comptant à chaque fois, ou alors, si on me dit quelque chose, d'essayer de retrouver l'origine, les sources. C'est ça.
Ça, je pense que c'est important parce que on est à une époque où il y a de l'information partout, en quantité astronomique. On n'aurait même pas le temps de suivre toutes les formations ou lire tous les livres qu'on voudrait lire. C'est ça. Par contre, tout n'a pas la même qualité, donc il faut aussi avoir un œil critique là-dessus et regarder un peu comment ça se situe. Ouais. Et comme on sait, le temps, c'est précieux aussi et que ce serait con de perdre son temps pendant peut-être des mois et des mois pour quelque chose qui n'est peut-être pas abouti au final. Oui. Mais c'est vrai que s'intéresser peut-être à aller chercher vraiment la source de… La source, il y a des… Voilà. Par exemple, il y a les livres de l'IMP aussi qui sont super intéressants. Voilà, ça c'est Ouais. une source aussi super intéressante. Donc voilà. Et il y a toi. Oui, aussi. Il y a toi, bien sûr, on ne va pas t'oublier. D'ailleurs, est-ce que tu peux un peu nous dire un petit peu, vite fait, un petit peu, où est-ce qu'on peut te trouver, qu'est-ce que ton actualité actuelle, qu'est-ce que tu proposes? Alors, beaucoup de choses. Donc, je suis beaucoup maintenant au travail et un peu sur Instagram. Donc, en général, quand je publie en ce moment, c'est plutôt sur Insta. J'aimerais bien faire toutes les plateformes, mais j'ai pas le temps et j'ai pas assez automatisé encore pour ça. Mon actualité, c'est quoi? C'est déjà d'avoir mis en place ce suivi à distance à 360 degrés. Des joueurs qui au départ étaient ouverts aux basketteurs, mais aujourd'hui on a des footballeurs, des golfeurs, donc on commence à attirer pas mal de sports et à proposer justement cette approche à 360 degrés qui lie tout, le physique, le mental, le technique, le neuro, la nutrition, le sommeil, la récup. Donc on lit un peu tout ça. On fait d'ailleurs des bilans à 360 degrés aussi et on collecte les données aussi chez les joueurs avec des bracelets connectés, des montres connectées. Donc on fait vraiment des suivis. Et tout ça fait que mon actualité maintenant, c'est d'être un peu, comme je te disais en début d'entretien, le coach du quotidien, parce que avec les événements Covid, au final, j'ai accompagné pas mal d'athlètes et je me suis rendu compte du pouvoir du quotidien aussi pour changer les performances. Et encore plus qu'avant, parce qu'avant, je faisais, comme beaucoup d'entraîneurs, des séances en salle. Et sur le quotidien, je renseignais, mais pas de manière aussi précise qu'on peut le faire aujourd'hui. Pourtant, je savais bien que l'athlète passait 80% de son temps en dehors de la salle, mais bon, ce n'était pas aussi précis. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment mis le paquet sur l'accompagnement quotidien pour faire que la performance et le bien-être soient au rendez-vous. Le bien-être aussi, parce que c'est hyper important pour moi, pour l'athlète. Donc aujourd'hui, dans le suivi quotidien avec AHC Evolution, qu'on peut trouver soit sur mon site internet, soit sur le lien en bio de la page Insta. Donc ça, c'est le gros du travail. Ensuite, je sors régulièrement des petits contenus ou des petites formations. Je teste des modèles pour voir ce qui peut intéresser les entraîneurs, essayer un peu d'apporter des choses un peu fraîches, un peu différentes, des points de vue pour s'enrichir. Donc ça, on retrouve aussi ça à partir du site ou de la bio Insta. Et puis, j'ai commencé depuis peu la rédaction de mon 4e livre sur le talent sportif, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai vraiment envie de laisser un peu le fruit de toutes les recherches que j'ai pu faire sur ce sujet du talent, de toutes ces dimensions, de la manière de l'apprivoiser et surtout de comprendre qu'on n'est pas talentueux ou que ce n'est pas la génétique qui détermine tout ça, qu'elle a une part relativement faible par rapport à ce qu'on peut penser et que le talent, on peut aussi en construire. Et donc, du coup, c'est assez une ouverture pour les coachs, pour les clubs, pour les structures, pour les centres de formation, pour les centres de l'élite, parce que ça veut dire qu'on n'est peut-être plus obligé de choisir à 12 ans les 10 meilleurs jeunes de leur catégorie d'âge, mais peut-être qu'on va pouvoir construire du talent chez ceux qui ne seront pas retenus et les amener au-dessus des autres un peu plus tard. Donc, il y a une notion de dynamique. J'aimerais bien aussi impacter là-dessus parce que le corps humain évolue, les jeunes joueurs évoluent, on peut créer du talent et donc j'aimerais bien renouveler un peu le point de vue en se disant on arrête de choisir uniquement les jeunes sur un talent statique à un moment donné. Oui, tout à fait. Peut-être on mesure aussi leurs limitations à un moment donné. Oui. Et comme ça, on se rend compte que le jeune, il a tel potentiel ou pas tel potentiel. Et c'est ce que j'essaie un peu de faire déjà avec AHC Evolution, le suivi qu'on fait, parce que tu m'avais parlé, tu m'avais demandé 2-3 mots sur mon bilan au tout début de… Oui. Je rebondis un peu là-dessus.
on essaye d'avoir un bilan qui puisse nous permettre aussi d'estimer le potentiel du joueur. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être envisagé dans des structures de détection ou de formation parce que on a des éléments physiques, on a des éléments techniques, mais on a aussi et surtout des éléments neuro, de vision, du système proprioceptif, du système vestibulaire. On analyse le mouvement, on analyse la personnalité et on met en parallèle toutes ces données. Et quand on a des données qui se croisent sur le mouvement, la personnalité et d'autres aspects, ben, on sait qu'on peut avoir des quasi-certitudes sur les limitations du joueur et aussi sur ce qu'il faut mettre en place pour les lever. Donc, si aujourd'hui on a des résultats dans un chiffre qui semble un peu un chiffre presque de l'époque stalinienne, parce qu'on a 99% de résultats, donc les gens doivent se dire en même temps ils mettent 2,9 et puis voilà, c'est tout. Et si on a des résultats aussi bons, si on arrive à augmenter sur 21 indicateurs de performance, si on en développe en moyenne 18 par mois sur 21, c'est parce qu'on prend en compte tout ça, quoi. On influe sur la nutrition, sur le physique, sur le technique, sur le sommeil, sur le mode de vie, sur tout. Et la dominante neuro, bah, elle est au cœur de tout ça parce que tout démarre avec la prise d'information. Ouais. Donc voilà, la dimension neuro, elle est là. Et sur toutes les problématiques ensuite qui sont propres à notre sport, l'automatisation du dribble, des choses comme ça, les questions de main faible, main forte et tout, c'est que des questions de neuro en fait. Automatiser, c'est envoyer vers les ganglions de la base, c'est éviter que le cortex s'en charge. Pour ça, comment on fait? Donc tu te rends compte que dès lors qu'il y a des compétences de mouvement, de manipulation d'objets et de prise d'information, tu es à 100% dans la neuro. Donc voilà pourquoi la neuro est au centre de nos bilans. Et à partir de ces bilans-là, on suit les joueurs pendant 4 semaines. C'est ça, HC Evolution, c'est 4 semaines de suivi que tu peux renouveler toutes les 4 semaines si tu le souhaites, avec ensuite des offres de fidélité qui sont dégressives avec le temps, bien sûr. Et l'idée, c'est de réévaluer toutes les 4 semaines parce qu'on aime bien avoir des preuves concrètes de ce qu'on avance. Voilà. Et donc, toutes les 4 semaines, on relève des résultats et on regarde comment ça s'est amélioré ou pas. Et ça nous aide aussi à programmer les semaines suivantes. Pour un joueur, c'est à peu près 30 heures de travail pour programmer 4 semaines parce qu'on prend en compte toutes les dimensions. Voilà. On a beau avoir déjà 10 000 exercices en base et avoir déjà plein de choses en base, s'il faut recréer un exercice spécifiquement pour un joueur, parce qu'on a tel réflexe qui n'est pas intégré dans une modalité plutôt auditive, par exemple, on va lui créer l'exercice pour lui, on va lui filmer, on va lui mettre dans son protocole et on va mesurer 1 mois, 2 mois. Bon, comme tu le sais, les réflexes, ça met aussi du temps. On va mesurer dans la durée l'évolution. Et pour l'instant, on n'a pas de cas où on n'a pas d'évolution. Voilà. Énorme. C'est énorme ce que tu as pu collecter quand même comme data et ce que tu as pu créer parce que moi, je te suis depuis quelques mois là maintenant et quand j'ai regardé ton site, quand j'ai regardé le contenu que tu proposes et maintenant le suivi que tu proposes, franchement, c'est fort alléchant. Franchement, tu te dis vraiment que ouais, si tu as besoin de quelque chose en termes de développement, je pense que tu es la bonne personne à répondre à ça. Franchement, c'est très chouette. C'est très, très chouette d'avoir ça. Mais surtout en français, tu vois. C'est surtout ça aussi. Oui. Et ça, ça mange pas de pain, comme on dit. Oui, c'est en français. Bon, on a tous nos process sont bilingues. On peut sortir la même chose aujourd'hui en anglais pour les anglo-saxons sans problème. Mais on s'est rendu compte dans ce projet qu'on a eu, qui était un projet au départ, que les résultats du quotidien étaient exceptionnels. Et c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas encore repris, bon, malgré avec le contexte sanitaire, mais même avec la possibilité, les réouvertures, on n'est pas en train pour l'instant de vouloir reprendre tout de suite les séances individuelles, les workouts, tout ce qu'on faisait avant, ou les clubs, tout ça, tout ce qu'on faisait avant la Covid, parce que avec l'outil qu'on a mis en place, qu'on est en train de collecter et de faire, on a des données qui nous donnent qui nous confortent dans nos travaux, nos recherches. On a des résultats et notre boulot à la fin, c'est d'accompagner le joueur là où on peut le plus l'aider. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ce système-là, c'est celui qui va aider le plus le joueur. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est comme une appli, en fait. Il y a plein d'applis, je ne vais pas citer les noms, mais où tu as tes exercices, ou projet, sauter plus haut, tu cliques, tu as tes exos, tout ça. Voilà. Sans jugement de valeur sur toutes ces applis qui existent et tout ce marché-là qui existe du sport connecté aujourd'hui. La petite différence qu'on a, c'est qu'on capte des données biométriques, des données aussi ressenties, on capte tout un tas de données. On propose un bilan toutes les 4 semaines. On a un coach expérimenté, je l'espère, qui analyse toutes ces données.
qui met tout en perspective, qui fait intervenir une équipe pluridisciplinaire à chaque question. Je travaille avec des spécialistes du CIES, par exemple, qui lorsque c'est très, très précis, peuvent m'apporter une plus-value aussi par rapport à l'analyse ou tout ça. Donc, s'il y a besoin qu'on aille chercher 3 experts dans 3 domaines pour le joueur et qu'on apporte ça en plus dans le suivi, on le fait sans problème et sans avoir peur de s'ouvrir. J'ai des joueurs, les joueurs professionnels que je suis, leurs conseils, que ce soit en termes de nutrition, de les podologues, les autres préparateurs éventuels, les autres coachs techniques éventuels, tout l'écosystème autour d'un joueur qui est professionnel a accès à mon suivi de joueur, à ce que je programme, à la base de données, à mes bilans, à mes comptes rendus. Donc, je travaille en ouverture. Aujourd'hui, un joueur qui décide de prendre un suivi évolution chez AHC, il ne perd pas ses autres intervenants. Il a une qualité en plus. Il a accès à des informations et des connaissances qu'il n'avait pas avant parce qu'il n'y a aucun joueur à qui j'ai envoyé le bilan qui m'a dit je savais déjà tout ça. Ça n'est jamais arrivé. Alors, peut-être ça arrivera un jour. Hein, ça va peut-être un jour. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Et surtout, on n'hésite pas à partager les informations et à inclure. Si demain, tu m'appelles, tu me dis tiens, j'ai un petit gars que je connais, je suis son coach physique là, chez moi, il voudrait un suivi AHC Evolution, toi, tu vas être mis comme intervenant dans le suivi AHC Evolution. Tu vas voir tu vas voir les données, comment elles sont analysées, tu vas voir ce qu'on lui programme. En complément de ce que toi, tu programmes et pendant tes séances, il aura son bracelet qui nous permettra à nous de capter les données de ces séances avec toi. Donc, on associe ce que nous, on lui propose en routine, en rituel, en séance, ce qu'on lui propose en Nutri avec les données de tes séances à toi, en les récupérant avec le bracelet. Et tout ça pour suivre le gars. Donc, aujourd'hui, on a les sportifs pros qui ont compris l'intérêt, qui sont suivis par AHC Evolution. Ils le sont sur le long terme. On n'a personne qui veut s'arrêter parce que une carrière de sportif pro, ça peut changer chaque saison, quelquefois autour de la saison. Les données se perdent. Les personnes qui suivent ne sont pas les mêmes. Hein. Si tu es aujourd'hui joueur en France, demain tu es joueur aux États-Unis, l'année prochaine tu es joueur en Australie ou en Turquie, ton médecin il ne te suit pas dans ta valise, ton coach il ne te suit pas dans ta valise, tout ça. Et avec AHC Evolution, tout ça est centralisé, tout ça suit, tout ça est mis à disposition des intervenants des clubs s'ils le souhaitent. C'est-à-dire que tu te retrouves avec l'historique du joueur. Bon là, ça a démarré en novembre, donc tu te retrouves avec les 6 derniers mois du joueur, avec un historique. Sur la biomec, sur l'énergétique, sur les efforts, sur le sommeil, sur les douleurs, sur les blessures, sur les… Wow. Voilà. Énorme. Et alors, tu me dis si je me trompe ou si je m'avance, mais aujourd'hui, je ne connais personne qui propose ça. Ah non. Voilà. Aujourd'hui, moi, comment je faisais avant ce système-là, j'allais à la pêche chez chaque intervenant, je disais bonjour, je vous appelle, vous êtes le podologue de tel joueur, je travaille avec lui. Est-ce que vous avez des infos qui pourraient m'intéresser? Puis j'appelais le nutritionniste, j'appelais le médecin en demandant juste si, parce qu'il y a le secret médical, tout ça, mais en demandant si, en termes de, par exemple, si les prises de sang étaient bonnes, l'immunité était bonne, des choses comme ça. Bref, il fallait faire cette collecte et c'était jamais centralisé. Chaque intervenant partait de son côté avec sa spécialité et avait sûrement des informations hyper importantes, mais ce n'était pas centralisé. Aujourd'hui, je ne me vois pas, moi, travailler avec AHC Evolution et que le podologue qui fait les semelles du joueur ne travaille pas avec moi parce que ça serait complètement absurde. Et idem pour le nutritionniste ou le préparateur mental parce que le préparateur mental, par exemple, quand il travaille avec nous, il voit le travail qui est fait sur la neuro, il voit la plus-value sur la gestion des émotions, la cognition. Lui, il travaille d'autres choses par ailleurs et on mutualise. Et là, on a des résultats. Voilà. Ça, c'est top parce que tu vois vraiment que, comme tu dis, il y a un échange pluridisciplinaire qu'on met souvent en avant quand on met un professionnel dans un secteur. On dit, voilà, c'est un travail de réseau et ce réseau-là, souvent, on dit qu'il faut le créer parce qu'il est super important. Et toi, on va dire que tu as un réseau à toi-même, à toi tout seul, qui permet aussi d'aller même chercher des entraîneurs, comme tu as dit là, pour collecter encore plus de données, etc. Moi, j'ai mon réseau, bien sûr, où je peux connecter avec, entre guillemets, mes experts par zone géographique. Voilà, entre guillemets, parce qu'on appartient les uns et les autres à personne, mais entre guillemets, mes experts. Et puis, quand le joueur a déjà son réseau et qu'il rejoint AHC, on inclut ses experts à lui dans le réseau, parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'on travaille avec toi, qu'on change de préparateur mental ou de podologue si tout se passe bien, ou d'ostéo si tout se passe bien, voilà. Donc, très intéressant. Là, on connecte le réseau et ça, c'est une partie d'AHC Evolution qui est un peu moins aperçue. C'est ce côté-là, le côté centralisation, bien entendu en respectant le règlement européen des données, toutes les règles en termes de données et tout type. Mais
on a des informations qu'aujourd'hui, ni les agents, ni les clubs, ni les spécialistes n'ont de manière aussi globale. Parce que chacun a ses petites infos, mais personne n'a accès à tout ça aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant aussi. Bien sûr. Et c'est toi, Andy, qui fait tout ça? Ou alors tu es dans une équipe, je veux dire, parce que ça porte ton nom, mais c'est toi qui travailles derrière tout ça? Ou tu as quand même des gens qui t'aident? Sur l'aspect purement informatique, il y a des ingénieurs. C'est ça. Parce que je ne suis pas programmeur ni technicien informatique, donc je suis obligé d'avoir l'aide d'ingénieurs. Et sur les opérations, entre guillemets, routinières, j'ai aussi des personnes qui m'aident. C'est ça, j'imagine. Parce que je me suis dit, si le gars fait tout à la fois… Oui, on a 24 heures dans une journée. C'est ça. La partie, si tu veux, moi, il y a une chose que je fais systématiquement, c'est récupérer les 7 batteries de test, les analyser, regarder les vidéos. Ça, c'est fait pour chaque athlète suivi par moi. Tout ça, je le fais, mettre en place des préconisations, envoyer le bilan au joueur, échanger avec lui de visu pour pouvoir lui expliquer ce qu'il en est et lui faire comprendre et lui faire les liens entre, tiens, tu vois, tu joues toujours avec un maillot ample, tu as du mal à porter un maillot serré. Bah oui, c'est normal, tu as ton spinal de galant qui est actif à gauche, tu peux pas porter le maillot derrière, par exemple, tu vois. C'est ça. Un exemple. C'est ultra important de faire comprendre aux gens pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Parce que ça aussi, c'est important. C'est une forme d'éducation, tu vois. C'est une forme d'éduquer l'athlète à comprendre comment il fonctionne et comment est-ce qu'il ne fonctionne pas. Quelles sont les dysfonctions. Et c'est de l'apprentissage, en fait. Exactement. Ça, c'est super important. T'imagines programmer 4 semaines à l'athlète un exercice rythmique à faire sur le torse et pas lui avoir expliqué pourquoi. Il va le faire 3 fois. C'est une blague. Tu vois, c'est ça, exact. Donc, forcément, tu es obligé de lui expliquer, ne serait-ce que déjà pour qu'il comprenne et pour qu'il s'engage dans le processus. Et puis après, tu vois, c'est comme ce que j'ai posté aujourd'hui. Là, j'ai plein de petits jeunes joueurs, de jeunes petites pépites que je suis qui ont repris l'entraînement hier. Ouais. Et ils ont eu de l'opposition hier pour la première fois depuis un petit moment. Et les gamins, ils avaient passé un niveau. Ils avaient clairement passé un niveau. Les parents aussi m'ont dit non, ça n'avait plus rien à voir et tout. Et aujourd'hui, ils sont conscients de l'apport. Parce que dans l'opposition, ils l'ont retrouvé. Mais pendant les 6 mois de travail qu'ils viennent de faire, il faut bien les aider à être conscients de cet apport aussi, alors qu'il n'y a pas le résultat concret, tu vois, sur le terrain. Voilà. Tout à fait. Bon, en tout cas, Andy, je voulais quand même vachement te remercier pour ce podcast. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de t'avoir. Voilà, je pense qu'on a vraiment parlé de plein de choses et même à la fois, certainement qu'on se reverra dans quelques temps parce qu'on aime bien réinviter les intervenants parce que voilà, chacun se développe un peu son truc et on reviendra vers toi par rapport justement à toutes ces datas que tu as pu collecter dans quelques temps, etc. et comment ça s'est passé. En tout cas, je voulais vachement te remercier pour ce podcast. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de partager. C'est une passion qu'il faut partager de toute façon. C'est ça, c'est important. Et puis, on se revoit très vite. Voilà, merci. En tout cas, merci pour ceux qui nous écoutent et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.